Oui, je suis en train de fumer, mais dans les années 80, on pouvait fumer n'importe où. Bon, j'étais pas né, certes. Et les années 80, c'était aussi les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Si je vous dis Michael Knight et Kit, vous me dites évidemment K2000. Bien joué, c'était le titre de la vidéo. Et plus de 40 ans après son apparition, on peut dire que cette série est vraiment ancrée dans la pop culture et est devenue une des séries les plus emblématiques des années 80. Et je dois dire que c'est aussi un de mes petits plaisirs coupables. C'est pourquoi, à la demande générale de moi-même, j'ai décidé de vous faire un petit top 10 des choses que vous ignorez peut-être sur K2000. Voilà une vidéo qui ne va n'intéresser que moi. On parlera notamment de la musique emblématique du générique qui n'est rien d'autre qu'un bon gros plagiat de deux autres musiques. On parlera également de Kit qui ne devait pas être une Pontiac. Et enfin que Michael Knight ne devait pas être interprété par David Hasselhoff, mais par un certain... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Vintage Drivers. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre nos petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car on sort une nouvelle vidéo chaque semaine. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur mon Insta, uniquement si vous avez des déclarations d'amour à me faire. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous pouvez aussi nous soutenir en visitant notre boutique Vintage Drivers. Vous avez aussi le lien juste en dessous où vous trouverez plein de très beaux produits. Mais vraiment avec des pulls, des t-shirts et plein d'autres choses. Et j'en profite aussi pour vous dire, parce que vous êtes très nombreux à nous demander ça depuis la création de la chaîne, où est-ce qu'on peut trouver la musique du générique qu'on entend au début et à la fin des vidéos? Eh bien, vous ne la trouverez nulle part puisque c'est nous qui l'avons composée. Un petit peu aidé par une IA, je vous l'accorde, mais cette musique est introuvable. Mais si vous êtes sage, peut-être qu'à un moment donné, on sortira la chanson complète, et peut-être avec un album aussi. Parce que l'IA, c'est bien, ça c'est mieux. Bref, rentrons dans le vif du sujet. K2000 est une série culte des années 80 qui suit Michael Knight, incarné par David Hasselhoff et tous ses poils, un justicier solitaire aidé par Kit, une Pontiac Trans Am ultra futuriste dotée d'une intelligence artificielle. Créée par Glenn A. Larson, la série mêle action, musique emblématique, bikini et science-fiction, marquant une génération avec son duo homme-machine emblématique. Kit, capable de conduire seul, de parler et de faire des turbo boosts à outrance, est devenu un symbole de modernité, enfin modernité version années 80, et pour certains c'était une série digne des Feux de l'amour mais version bagnole. Les aventures spectaculaires de Michael et Kit pour restaurer la justice ont tout de même fait de K2000 un pilier de la pop culture, souvent comparé à d'autres séries mécaniques comme Supercopter. Mais clairement ça se vaut pas, dites-vous d'ailleurs qu'on a même viré notre stagiaire parce qu'il préférait Supercopter. C'est honteux. I'll be back. K2000 est né grâce à un camion et à un chimpanzé. Car avant Knight Rider, K2000, le créateur Glenn A. Larson avait créé d'autres séries, notamment une série qui a rencontré un succès modeste, Beji and the Bear, avec Greg et Vigan. Alors si vous connaissez ça, franchement bravo. Et Beji and the Bear a été diffusé de 78 à 81 et ça racontait des folles histoires d'un camionneur qui était accompagné d'un chimpanzé. Ouais, sur le papier ça fait pas rêver, mais ça a rencontré son petit succès. Et dans l'un des épisodes de cette série, intitulé Kale's Cruisers, diffusé en septembre 79, on voit une super voiture prototype que Beji doit récupérer. Et l'un des spectateurs de cet épisode s'appelle Richard Landen, qui travaillait chez Universal Studios à l'époque, et à qui on doit notamment la série The Equalizer sortie en 1985. Bref, notre bon vieux Richard, qui voyait le potentiel d'une série autour d'une super voiture, demande à Glenn A. Larson de créer une série qui parle d'une voiture intelligente. Larson et sa femme n'hésitent pas, et ni une ni deux, ils s'envolent pour
Hawaï pour écrire le premier script de Knight Rider en seulement 10 jours. Oui, j'ai dit Knight Rider. Et d'ailleurs, la série ne devait pas s'appeler Knight Rider. Non, pas du tout. Et quand Larson et sa femme ont fini de rédiger ce premier script, ils l'ont présenté à un mec qui a un nom imprononçable, il s'appelle Kerry McClugage. Bref, il bossait chez Universal. Et accessoirement, il a produit l'agence touriste qui est de flic à Miami. Donc même s'il a un nom imprononçable, c'est quand même pas personne. Larson avait déjà nommé le personnage principal, Michael Knight, et donc McClugage a tout simplement proposé Knight Rider à Larson. Et Larson a adoré. Sauf que, tout petit problème, l'année précédente, en 1981, un réalisateur relativement connu, George Romero, avait sorti un film avec Ed Harris qui s'appelait Knight Riders. Larson a donc dû négocier avec Romero pour être autorisé à utiliser ce nom. Romero a fini par accepter à condition qu'il y ait un espace entre Knight et Rider et qu'il n'y ait pas le pluriel. D'où Knight Rider, tout simplement. Et dans Knight Rider, on ne devait pas avoir David Hasselhoff en tant que Michael Knight, mais bien Don Johnson. Vous connaissez déjà peut-être l'histoire qui raconte comment David Hasselhoff a été embauché pour tourner dans K2000. Il a tout simplement été repéré dans un avion par un certain Brandon Tartikoff, à ne pas confondre avec Brian Tartiflette, hein, c'est pas la même personne, quand cette vanne est minable. Bref, Brandon Tartikoff était tout simplement le président de NBC, on ne se moque pas de son nom. Tartikoff, après avoir repéré Hasselhoff dans un avion, a organisé une audition, David Hasselhoff s'est bien démerdé, il a été embauché, merci, bonsoir. Mais que se serait-il passé si David Hasselhoff n'avait pas pris cet avion? Eh bien, les cadres de la NBC avaient déjà envisagé des acteurs pour jouer le rôle principal de Michael Knight. Et notamment Don Johnson, future star de Deux flics à Miami. Don Johnson, dans la peau de Michael Knight, ça aurait pu le faire. Alors, Michael Knight devait être incarné par Don Johnson, et Kit ne devait pas être une magnifique Pontiac, mais devait être une Nissan. Ça fait moins rêver. Kit, if you prefer. Allez, on continue. Alors, quand je dis une Nissan, c'est pas tout à fait une Nissan, c'est une Datsun, mais bon, c'est pareil. Kit ne devait pas être une Trans Am, ça devait être une Datsun 280 ZX. Car chez Glen Larson Productions, quelques personnes travaillaient dans les placements de produits, et oui, ça existait déjà à l'époque, notamment dans l'entité The Vista Group. Et Glen Larson voulait que ça soit une Pontiac, donc The Vista Group cherchait à obtenir les 3 premières Trans Am qui seront utilisées dans K2000. Cependant, avant même l'écriture du premier brouillon du premier script, un certain Eric Dahlquist, président de The Vista Group, avait évoqué l'idée d'utiliser une Datsun 280 ZX. Sauf que l'idée n'a pas été plus loin puisque Larson voulait absolument que ce soit une Trans Am, et Kit d'ailleurs ne devait pas s'appeler Kit, il devait s'appeler TAT pour Trans Am 2000, la Trans Am 2000 quoi. Mais en consolation pour Datsun, on verra dans le pilote de la série une Datsun 280 ZX. Mais les choses ont été un petit peu plus complexes que ça, puisque Pontiac ne voulait pas qu'une Firebird, une Trans Am, apparaisse dans la série. Puisque lorsque le président de The Vista Group, Eric Dahlquist, s'est adressé au directeur marketing de Pontiac, Jim Graham, pour obtenir les autres Trans Am qui serviront à la série, suite au pilote, eh bien Jim Graham n'a pas voulu. En fait, Graham a refusé poliment, puisqu'il trouvait que ce projet K2000 ressemblait un petit peu trop à un bon gros flop télévisuel, une bonne grosse bouse. My mother the car. Ma maman la voiture. En fait, Graham refusait tout simplement qu'une Firebird soit tournée en ridicule et travestie en voiture parlante. La roue arrière heurtée des pieds, je crois qu'elle m'a... Mais qu'est-ce que tu as? Mais Eric Dahlquist trouvera finalement du soutien auprès d'une personne très importante chez Pontiac, le patron lui-même, qui venait juste d'arriver chez Pontiac, Bill Hoagland. C'est donc le patron de Pontiac lui-même qui a organisé discrètement la livraison des 3 premières Trans Am pour tourner les premiers épisodes de la série. L'histoire raconte que Dahlquist a reçu un appel téléphonique mystérieux le vendredi 2 avril 1982. Il y a 3 Trans Am noirs qui vous attendent dans le
parking de l'usine de Van Nuys, avec les clés à l'intérieur. Elles sont à vous. Je le fais bien l'appel mystérieux, non? Donc Dahlquist, accompagné du producteur de la série, ainsi qu'un employé de The Vista Group, s'est rendu discrètement sur les lieux pour récupérer les premières Trans-Am. 2 de ces voitures ont été envoyées à John Ward pour les modifications extérieures, tandis que la 3e a été confiée au designer Michael Sheffey pour l'aménagement intérieur. Et contrairement à une rumeur populaire, ces 3 Trans-Am n'étaient pas des voitures accidentées suite au déraillement d'un train. Par contre, les Pontiac ont quand même très mal vécu le tournage de K2000. Les premiers épisodes ont commencé dans l'excitation générale, tout le monde était complètement fou de faire une série comme ça, mais tout n'a pas été si facile pour notre pauvre Kit. Je suis désolé, Michael. Car pendant une scène d'action particulièrement difficile dans le premier épisode de K2000, une des Pontiac s'est accidentellement retournée et c'était pas prévu. Donc sur les 3, il n'en restait plus que 2. Et c'est à ce moment-là que les producteurs se sont dit « Tiens, c'est vrai qu'on fait une série avec une voiture qui fait des cascades, il nous faudrait peut-être un petit peu plus de voitures. » Et on estime d'ailleurs qu'il y a eu entre 4 et 9 Pontiac qui ont été détruites pour chaque saison, sachant qu'il y a eu 4 saisons. 9, 18, 27... 37, 36. Oui, c'est ça. Mais heureusement, le design de Kit, finalement, ne demandait pas beaucoup de modifications pour apparaître comme ceci. Car à l'extérieur, finalement, il y avait juste une plaque en plexiglas à l'arrière qui était teintée pour masquer un petit peu les feux, et un nouveau pare-choc avec évidemment le scanner qui fait Kit. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, le fameux scanner de Kit n'était pas inspiré du HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais des Cylons de Galactica. Mais l'essence de Kit résidait surtout en son intérieur. Le designer Michael Sheffey plaça d'abord des ordinateurs Color Computer TRS-80 sur le tableau de bord d'origine, puis adapta les technologies au fil des saisons. C'était une véritable vitrine high-tech, et nous en France, on a eu la chance d'avoir la voix de Guy Chapelier. D'ailleurs, Guy Chapelier qu'on peut aussi entendre dans le rôle de Roger, il me semble, l'extraterrestre, dans American Dad, qui n'a rien à voir avec K2000. Et toutes ces modifications de la Trans-Am pour la transformer en Kit, réclamées, pour la transformer en Kit KITT, hein, réclamées 6 semaines de travail et 18 000 $. Et là, je vais éternuer. Mais fort heureusement, Pontiac avait enfin fini par comprendre que c'était un sacré coup de pub pour eux, et donc, ils ont fini par accepter de laisser plein de Trans-Am à la production pour $1 symbolique. Alors certains se posent la question de savoir, mais où sont passés les vrais qui ont tourné dans la série? Où sont passés les vrais Kits? Eh bien, personne ne le sait. Car il est devenu, avec le temps, en plus, très difficile d'authentifier les voitures qui ont réellement tourné dans la série. Alors certaines personnes ont fait croire qu'ils possédaient une vraie K2000, notamment notre Vincent Perrault national, ou encore Michael Jackson. Maintenant, reste à le prouver. Vincent, si tu regardes cette vidéo, laisse un petit commentaire, il faut qu'on parle. Parce que Michael, je ne sais même pas la peine que je te demande, Bien, parlons maintenant du Super Poursuite Mode. Car au début de la 4e saison, Kit a été affublé du fameux SPM, le Super Poursuite Mode, sauf que ça a complètement divisé les fans. Moi le premier. Cette version a tout de même été dessinée par George Barris. Alors certaines personnes ont trouvé ça génial et d'autres complètement débile. Ça paraissait tellement pas crédible, mais pourtant cette version boostée de Kit est restée un élément essentiel de la 4e saison. 4e saison qui était la dernière. Ensuite, 8e point, Kit est largement inspiré de James Bond. En effet, Glenn A. Larson l'a mentionné à plusieurs reprises. Kit a été inspiré par les voitures de James Bond des années 60-70 avec tous ses gadgets. Et finalement, on peut voir Kit comme une version améliorée d'une voiture de James Bond. Maintenant, point numéro 9. Parlons des effets spéciaux dans K2000. Et je crois que effets spéciaux, vraiment spéciaux quoi, hein, sont spéciaux les effets dans K2000. Alors certes,
Certes, pour une série des années 80, il y avait certains effets spéciaux qui étaient vraiment impressionnants. Toutefois, certains éléments, certains effets spéciaux n'étaient pas aussi technologiques qu'on pourrait le penser. Notamment les scènes où Kit se conduit tout seul. En réalité, il y avait un bon Gugus qui était caché dans le siège. Enfin non, il n'était pas caché dans le siège, il était déguisé en siège. Et donc franchement, quand la caméra était loin, ça faisait le taf, on avait vraiment l'impression que Kit roulait tout seul. Non, personne n'est dupe, on a tous vu qu'il y avait quelqu'un dans le siège. On peut aussi parler de cet effet incroyable où les images sont accélérées pour faire croire qu'une Transam peut rouler à 400 km/h. Le problème, alors l'idée est pas mauvaise, le problème c'est que quand vous avez une voiture qui roule dans une ville aux États-Unis, c'est pas la seule voiture qui roule. Donc vous voyez une Transam qui déboule à 400 km/h, mais le problème c'est que c'est pas la seule. Vous avez la petite mamie Jacqueline à côté avec sa vieille Chevrolet, bah, elle roule aussi, puisque toutes les images sont accélérées. Mais c'est ce qui fait le charme de K2000. Indéniablement. On peut parler aussi de toutes les rampes pour simuler le turbo boost quand la voiture s'envole. Alors la voiture s'envole vraiment, hein, puisque c'est une rampe, mais le jeu d'acteur de David Hasselhoff qui appuie sur le turbo boost et qui fait comme ça, alors que derrière l'image elle bouge pas, personne s'est dit tiens c'est peut-être pas super réaliste quand même. Mais c'est les séries des années 80, on a le droit. Après il y a aussi le fait d'avoir réutilisé à peu près 46 fois la même séquence dans 39 épisodes différents, ça bon. Mais c'est vraiment ce qui fait le charme de la série. À tel point que K2000 n'a jamais réellement disparu. Car après la fin de K2000, d'autres versions ont vu le jour, notamment le téléfilm Knight Rider 2000, avec David Hasselhoff toujours, qui était censé être un pilote pour amorcer une nouvelle série K2000, mais ça n'a pas du tout emballé les fans. On avait aussi une série absolument épouvantable qui s'appelait Team TKR, je crois, Team Knight Rider, c'était affreux. Puis en 2008, il y a eu un nouveau K2000 avec une Ford Mustang, ça a duré une saison. Je crois qu'il n'y a que Énergie 12 qui a osé diffuser ça en France, puisque je pense que de toute façon, les droits de diffusion ne devaient pas être très élevés. Mais tout ça montre l'impact durable qu'a eu K2000 finalement, car 40 ans après, bah, on fait encore une vidéo qui en parle aujourd'hui. 42 ans même, 82-2024, incroyable. Mais que serait K2000 sans sa musique? Car si on oublie La voiture qui parle et Les poils de torse de David Hasselhoff, l'une des choses les plus emblématiques de cette série, c'est évidemment la musique du générique. Un morceau signé par les musiciens Glenn Larson, qui était aussi musicien, il n'était pas que producteur et créateur de la série, il était aussi musicien, accompagné de Stu Phillips. Et aussi accessoirement de Don Peake, mais plus personne ne se souvient de lui, et pourtant c'est lui qui a signé, je trouve, les meilleures musiques de K2000. Don. Mais à l'instar de David Hasselhoff qui est persuadé d'avoir démoli le mur de Berlin et d'avoir réussi à réunir les deux Allemagnes, sans doute grâce au poil de son torse, Stu Phillips et Glenn Larson se targuent d'être les créateurs de la musique de K2000. Non, c'est pas eux. Car en vérité, la musique de K2000 est apparue 100 ans avant que Michael Knight ne découvre le Turbo Boost. En effet, la mélodie a été composée par ce monsieur, Léo Delibes, un Français, s'il vous plaît, pour son ballet Sylvia ou la nymphe de Diane en 1876. On est donc très loin du Turbo Boost. Larson a donc emprunté largement la mélodie de Delibes, et comme il a vu que ça marchait bien, bah, il s'est pas arrêté là. Il a volé encore une autre mélodie, mais cette fois-ci beaucoup plus récente. Il a écouté un petit peu ce qui se faisait en Allemagne, surtout un certain Harry Truman qui a sorti le titre Sphinx en 1982, soit l'année de sortie de K2000. Alors pourquoi Larson et Phillips se disent-ils auteurs de la musique du générique de K2000? Eh bien, pour Delibes, c'est très simple. Sa musique est rentrée dans le domaine public, selon la loi américaine. Donc ils ont pu refaire la musique, Stu Phillips et Glenn Larson, la redéposer et donc être officiellement les créateurs de la mélodie. Pour Harry Truman, c'est un petit peu plus complexe que ça. J'ai fait des recherches. Harry Truman n'a jamais porté plainte contre Glenn Larson et Stu Phillips pour avoir volé surtout cette ligne de basse et de guitare. Un truc comme ça. Alors Harry Truman a-t-il reçu une vraie Transam de K2000 pour qu'il puisse fermer sa bouche et ne rien dire? Peut-être. Peut-être que la seule vraie K2000 qui reste encore en circulation, elle est chez lui. Est-ce qu'il a encore envie, lui?
Ah non, il est mort il y a 23 ans, Harry Truman. Oh, ça me fait un truc. Ah, j'aime pas, il est mort en 2001. Il est pas mort vieux, il avait 69 ans. C'est un beau chiffre, on est d'accord. Mais cette série n'était pas uniquement connue pour la musique de son générique, elle était aussi connue pour les musiques qu'il y avait dans les épisodes. C'était la première série au monde, accrochez-vous bien les gars, à utiliser des vraies chansons existantes. Elles étaient du style Middle of the Road, j'adore ce style, et K2000 était la première série à utiliser des vraies chansons. J'insiste bien là-dessus, c'est super fou quoi, non? Surtout qu'après, c'est une pratique qui a duré dans d'autres séries. Et je crois que c'est le vrai plus gros coup de génie de la série, c'est d'avoir utilisé des chansons de l'époque existantes. Ça permettait vraiment d'ancrer K2000 dans une certaine réalité. Parce que bon, vous imaginez bien, alors aujourd'hui, ça nous paraît crédible, une voiture qui parle, qui se conduit toute seule, qui est dotée d'une certaine forme d'intelligence. Il suffit de regarder les voitures modernes, on y est proche. Mais à l'époque, il y a 42 ans, vous voyez une voiture qui parle, qui roule toute seule et tout. Donc le fait d'utiliser des chansons existantes, ça apportait vraiment une certaine forme de réalité. Et en plus, c'était des chansons tellement emblématiques. On the night is my world, city light, painted girl, you take my self-control. Ah oui, c'est vrai que ça filme encore là. Bien, tout ça pour dire que tous ces éléments réunis font finalement le charme de K2000 aujourd'hui. Je vous conseille de regarder la série. Alors parfois c'est un peu compliqué parce que bon, c'est la réalisation, elle a 40 ans aussi. Hein. Mais les années 80 sont immortelles. Et ça, bah j'ai pas d'explication. Bien, bah, j'espère que cette petite liste a ravivé quelques souvenirs en vous. Vous aurez remarqué d'ailleurs que pour un top 10, c'était un top 11 parce que je suis généreux. Je suis comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ce que vous pensez aussi de K2000 dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi aussi sur mon Insta, RobinFortPVO. Je vous mets le lien juste en dessous. Visitez notre boutique aussi parce que ça nous soutient énormément et on s'est cassé l'oignon pour vous faire des beaux produits, donc n'hésitez pas à y aller, c'est vendeur, hein, ça. Moi, j'aurais dû faire poissonnier. Bon, merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Welcome to Vintage Drivers, the place to be.